continue dans le cycle des conférences, mais aujourd'hui, c'est Gilles Bethauser, qui est vice-président de la Fédération française des échecs, qui soutient Maxime depuis de nombreuses années et qui nous a rejoint à la fédération avec cette idée. Allô? Quoi? C'est pas allumé peut-être? Pas allumé. Ah. Et maintenant, c'est mieux? Un peu plus bas, un peu plus bas. Entendu auparavant. Faut le descendre un peu. Okay. Bon, je disais qu'aujourd'hui, Gilles Bethauser, qui est vice-président de la Fédération française des échecs, va intervenir. Descends le micro un peu, ça ira. Voilà. Il va intervenir bon. Et au sujet donc, de, vous voyez le titre, la recherche de l'excellence, il soutient, je dirais, Maxime. Psychologiquement, c'est une sorte de coach depuis de nombreuses années et Maxime est arrivé à un très haut niveau, c'est un grand talent. Et il a dans l'idée, il m'en avait parlé lorsqu'il nous a rejoint donc, sur notre liste pour la campagne à l'époque, d'essayer d'aider pour trouver un modèle pour qu'on aille détecter les espoirs français pour les faire monter au plus haut niveau. Parce que les espoirs français qui montent au plus haut niveau, eh bien, ça va donner l'envie aux autres. Donc je vais laisser Gilles s'exprimer. Ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y aura des questions. Ensuite, vers 16h, David Ross, qui est maire d'Orsay, vous parlera aussi de son projet dans les écoles, puisqu'il joue avec les enfants. Et je crois qu'à vers 17h, Jocelyne Wolf-Angel va venir aussi vous parler. Donc voilà, on a une après-midi riche. Merci Gilles, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. On peut essayer de creuser et on peut essayer de structurer une démarche. C'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai envie de faire depuis de nombreuses années, c'est ce que j'ai commencé à faire et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. En côtoyant les plus grands joueurs, puisque depuis 7-8 ans j'ai la chance de participer à beaucoup de grands tournois internationaux, et je me suis rendu compte de quel point l'exigence du talent à haut niveau ne suffit pas. Elle ne suffit pas en termes d'investissement personnel. L'exigence du plus haut niveau, c'est un investissement de tous les instants. Quand on regarde un joueur comme Wesley So aujourd'hui, on peut considérer qu'il pense, qu'il vit, qu'il organise toute son existence autour du monde des échecs. C'est peut-être un peu excessif, en tout cas c'est pas ce qu'on a envie de faire pour nos jeunes talents en France, mais on se rend compte que pour arriver à ce niveau d'excellence, pour être un des plus grands joueurs, il faut en fait dédier sa vie aux échecs. Et l'exigence, ça s'accompagne de beaucoup de sacrifices. Alors je ne sais pas si le thème du sacrifice est un thème sur lequel on peut discourir aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai en tête pour essayer de partager cette réflexion, sachant que la démarche que j'imagine initier, c'est d'abord et avant tout une démarche collective. Elle s'appuie sur une équipe qui va être mise en place et elle doit trouver une résonance localement avec les clubs, avec les ligues et évidemment avec toutes les bonnes volontés locales. On a envie de faire en sorte que la France reste au plus haut niveau. Elle est arrivée au 4 ou 5e rang mondial en termes de niveau d'équipe nationale aujourd'hui. C'est un rang exceptionnel, mais il y a beaucoup aujourd'hui d'indices qui laissent à penser qu'on a plutôt un risque de régresser qu'un risque de continuer à progresser. Et ça, c'est un niveau d'alerte qui doit nous interpeller et qui doit quelque part nous inciter à réfléchir, à structurer une démarche. On sait qu'il faut de nombreuses années pour fabriquer un grand joueur, et on sait aujourd'hui qu'on a une génération qui n'est pas forcément la plus accomplie de l'histoire des échecs français, qui suit la génération dorée à laquelle a participé évidemment Étienne, Maxime et quelques autres. Il s'agit aujourd'hui d'identifier, d'accompagner, de former cette future génération qui prendra la relève. Mais au-delà de ça, il s'agit d'abord et avant tout de structurer une démarche qui met le jeu d'échecs au niveau qu'on peut imaginer lui donner dans chacun des clubs, dans chacune des régions. Je crois que l'ambition, au-delà de l'excellence des joueurs, c'est de faire de l'excellence des échecs un leitmotiv pour tous les gens, tous les passionnés de ce jeu et tous les gens qui peuvent s'y intéresser. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ça tient en quelques mots. Évidemment, l'idée maîtresse, c'est d'arriver à tracer
à identifier et accompagner les futurs talents de demain. Il y en a sans doute beaucoup dans la salle qui jouent à côté, mais on peut imaginer qu'il puisse y en avoir d'autres. Il y a des notions qui sont clés, que j'indique ici, qui sont des notions d'accomplissement personnel, des notions d'exigence. Je crois que pour arriver au plus haut niveau, on l'a dit, on l'a redit, c'est une exigence de tous les instants. On a envie d'inspirer ces enfants, leur donner envie, au-delà de l'enjeu de jouer. Je crois que ce qui fait la vertu de ce jeu, c'est d'abord et avant tout l'amusement. La dimension fun, c'est pas que la compétition, le travail, l'engagement, la mobilisation, c'est aussi le jeu et l'épanouissement à travers tout ce que ça peut apporter, et tous ceux qui jouent aujourd'hui voient le plaisir que ça peut leur apporter. La dimension mentoring est essentielle, j'insisterai beaucoup là-dessus. On veut faire de ce jeu un carrefour transgénérationnel, et je pense que les plus grands joueurs qui ont eu l'occasion de s'accomplir ont sans doute une vocation à accompagner les plus jeunes et faire en sorte que cette communauté des échecs encapsule en fait toutes les générations. Et je pense que tout le monde peut jouer un rôle, quel que soit son âge, son niveau, pour accompagner les plus jeunes et pour faire en sorte que la grande famille des échecs soit réunie. Alors, le constat qui pose question, je pense qu'on a beaucoup à le partager. On l'a dit, une équipe de France qui est au plus haut niveau, qui a failli avoir une ou deux fois une médaille aux Olympiades. Récemment, on a accroché solidement une place parmi les 5 meilleures nations. Pour autant, on a une absence assez critique de talents identifiés pour régénérer cette équipe et pour faire en sorte que dans les 5 ans qui viennent, on puisse maintenir ce niveau qui est déjà exceptionnel. D'autres nations sont allées plus vite, plus loin, elles sont clairement devant nous, et les générations qui suivent, que ce soit aux États-Unis, en Russie et dans quelques autres pays, sont clairement devant les générations de joueurs français. Donc on a un problème qui est aujourd'hui à peu près évident, qui est un problème de traçabilité et d'accompagnement des talents prometteurs, et c'est tout le sens de cette démarche. On a envie de faire une école française des échecs et de fabriquer des champions, avec dans l'idée que ce qu'on a réussi à faire de manière assez empirique depuis quelques années, on peut le structurer peut-être de manière un peu plus professionnelle. Alors, derrière ce constat problématique, il y a une ambition à partager. L'ambition, c'est qu'on a des compétences qui sont extrêmement fortes, qui sont reconnues dans le monde, qui sont des compétences de formateurs, de coachs. On a des compétences pour accompagner les joueurs qui sont localement bien distribués sur tout le territoire national. On a dans beaucoup de régions des entraîneurs qui sont reconnus, qui font déjà un travail de grande qualité pour accompagner des jeunes au niveau local. Il faut les épauler, il faut leur donner encore plus de moyens pour, au quotidien, développer ce jeu, développer cette pratique et développer cette capacité à amener les enfants à un niveau au-dessus. On a une vingtaine de jeunes joueurs et joueuses, j'insiste sur le terme joueuse. L'idée, c'est évidemment pas de résumer notre action à la traçabilité et à l'accompagnement des futurs champions, mais être très attentif aussi au fait de faire éclore des jeunes championnes. Et on a en France la chance aussi d'avoir une équipe féminine de grands talents. On pense qu'on peut, de ce point de vue-là, faire mieux pour les jeunes filles, sachant que le sujet, c'est le passage, en fonction des tranches d'âge, de la dimension de joueuse à la dimension de championne. Il y en a beaucoup qui décrochent, et il s'agit à ce moment-là d'être vigilant pour qu'elles puissent continuer à avoir envie de jouer. Donc on a une vingtaine de joueurs et joueuses à former, à accompagner, et on a envie que tous ces joueurs et joueuses puissent s'inspirer du formidable exemple de Maxime, dont on espère qu'il pourra encore aller un cran plus loin. On vise le titre mondial dès l'année prochaine. Ça ne va pas forcément être simple. C'est toute une équipe qui se mobilise à ses côtés pour y arriver. Mais on pense que si on arrive à franchir la dernière étape, en tout cas, ça donnera encore plus envie aux jeunes de se mobiliser pour s'identifier à un grand champion. Alors, cette ambition, elle se traduit par un projet qu'on a essayé de structurer, et avec Étienne qui va en parler dans quelques minutes, autour de 3 grandes étapes. Et l'idée, c'est d'accompagner la structuration de ce projet avec aussi la mobilisation de ressources financières adaptées.
une première étape qui démarre dès maintenant, en avril 2017, qui est la mise en place d'une infrastructure pour former l'élite. Alors j'ai mis les moins de 10 ans, c'est purement indicatif. On a dans l'idée que, derrière cette idée maîtresse, on puisse peut-être accompagner d'autres jeunes qui sont identifiés, qui ont un peu plus que 10 ans. On en a repéré un ou deux dans la tranche 12-14 ans. Mais en tout cas, le focus, c'est vraiment sur les moins de 10 ans. C'est cette première étape. Elle va donner lieu ensuite à un élargissement de la démarche, on l'espère, avec en 2018-2019 la structuration d'une approche à la fois régionale, d'une approche locale, l'élargissement de l'infrastructure pour former les talents et la mise en place d'un centre d'excellence national dont on est en train aujourd'hui de définir les contours, le mode de fonctionnement et qui va accompagner la structuration de cette première démarche en 2017. Et puis en 2020, on espère pouvoir compléter le dispositif en ayant à la fois des pôles régionaux dans chacune des régions, 13 pôles régionaux qui pourront interagir avec le pôle d'excellence national, une vingtaine de coachs, on l'espère, au niveau national, pour avoir la capacité de former une multitude de talents demain, à travers une multitude aussi de sessions d'entraînement et l'occasion de faire jouer beaucoup d'enfants dans des conditions à la fois de formation, de compétition. Donc c'est un projet ambitieux, c'est un projet itératif, c'est un projet à plusieurs étapes. Ça nécessite aussi que sur la première phase, on ait une démarche qui se traduise par des résultats positifs, parce que c'est comme ça aussi qu'on va réussir à la fois à mobiliser des partenaires et puis donner envie de tout le monde de participer à cette initiative. Et en toute cette cause, on a déjà commencé à réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler la démarche dès mai 2017. Alors, je vais laisser Étienne Morgeau. Non, ceci est spécialiste en matière d'accompagnement de champions. Je serai très limité. Je connais bien le projet. Étienne est un grand joueur, mais un peu timide. Hein, pas trop en fait, pas du tout, je peux le dire. Voilà, donc pour mener à bien ce projet, j'ai choisi de m'appuyer sur un directeur de projet et je pensais que la personne la plus qualifiée pour mener à bien ce projet d'excellence, c'est un excellent joueur, un peu plus même, Étienne, qui est un formidable joueur et qui est prêt à mettre tout son talent aujourd'hui, enfin une partie de son talent. Il a plein d'autres choses, en particulier il accompagne Maxime dans sa démarche, dans sa quête. Mais en toute cause, Étienne va mobiliser pas mal de son temps autour de ce projet. Et il va nous expliquer ce qu'on a initié comme réflexion. Et cette démarche s'appuie sur les idées qu'on a pu partager, et puis sur l'extrapolation peut-être de quelques idées complémentaires qu'on pourrait échanger si vous avez des questions à poser. Je pense qu'on a 2-3 trucs additionnels à vous dire. Donc l'idée, l'idée de Gilles, c'est de s'occuper un peu de l'élite des jeunes et un peu des moins jeunes. Donc on a une vingtaine pour commencer. Là j'ai commencé à parler un petit peu aux parents, à certains clubs, mais c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour voir comment les aider au maximum. Et donc ça c'est juste une idée, quoi. L'idée, une mise en place qui va être pas facile à faire. Et puis les entraîneurs qui existent déjà, qu'on aidera dans un deuxième temps aussi, parce que bon, la détection, il y a quand même de très bons entraîneurs en France, mais après il y a quand même un manque de moyens et puis parfois j'ai commencé à parler un petit peu à mon avis de compétences sur certains pour voir comment les aider au maximum. Et donc ça, c'est juste une idée, quoi. Il y a une mise en place qui va être pas facile à faire. Et puis les entraîneurs qui existent déjà, qu'on aidera dans un deuxième temps aussi, parce que bon, la détection, il y a quand même de très bons entraîneurs en France, mais après il y a quand même un manque de moyens et puis parfois à mon avis de compétences sur certains sur certains
Donc on aidera aussi bien les jeunes que les entraîneurs. Et puis après, bon, les jeunes, il y a déjà des clubs qui sont très, très bien structurés, donc qui n'ont pas les mêmes besoins que des jeunes qui sont plus isolés, qui ont moins d'heures de travail, qui ont plus de temps. Et donc voilà, on verra comment on va pouvoir aider tout le monde. Et on va aussi s'occuper de ceux qui ont du talent et qui ne l'ont pas utilisé. Par exemple, Jules Moussard, qui a été champion de France dans toutes les catégories, qui a été vice-champion d'Europe chez les moins de 12 ans, qui n'a pas eu la chance d'avoir des aides comme Maxime, comme moi, comme même Romain Edouard. Donc il y a certains moments où il a manqué de moyens et voilà, pour certains jeunes de s'améliorer. Et puis donc on va essayer avec Jules ou Maxime Lagarde voilà, qui ont du potentiel, un gros potentiel qui n'a pas été encore testé. Et puis il y a Marie Sebag qui va peut-être se remettre, qui a eu envie en tout cas de se remettre un peu aux échecs. Donc voilà, je pense que c'est bien de l'aider aussi parce que c'est une des meilleures joueuses du monde et que pendant 15 ans, elle n'a pas eu les moyens des ambitions qu'elle pouvait avoir. Voilà, et puis comme on est quand même, moi avec Maxime, moi je l'aide souvent pour les parties et c'est un manque aussi pour les joueurs. Dans certains tournois, il y a des moments très importants où ils n'ont personne pour les épauler. Donc avec notre équipe, on sera là pour les meilleurs Français ou pour les grands maîtres, n'importe qui a besoin d'une préparation spécifique à certains moments, on sera disponible pour les aider. Voilà. Mais bon, c'est tout le début du projet. On va voir comment on arrive à mettre tout ça en place et les besoins effectifs pour aider au mieux les joueurs. Bon, alors, en gros. Bon, alors, en gros, non, je crois que, enfin, ce qu'on peut dire, c'est d'abord, il y a plein de clubs, il y a plein d'initiatives locales qui n'ont pas attendu la création de cette démarche et de ce pôle d'excellence pour bien fonctionner. Et déjà, on peut rendre hommage localement à tout ce qui a été fait. Si on a quand même pas mal de champions aujourd'hui qui ont émergé, c'est bien parce que ces infrastructures existent, et bien parce qu'il y a des énergies qui se mobilisent au service de ces talents. Et si des jeunes comme Étienne à l'époque ont pu éclore, c'est parce qu'ils ont été finalement bien accompagnés. On se rend compte que ça suffit plus forcément aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, c'est que le niveau des échecs a considérablement augmenté. C'est vrai au plus haut niveau, mais c'est vrai au niveau intermédiaire. J'ai regardé quelques parties de jeunes joueurs aujourd'hui, je suis quand même stupéfié de voir comment un gamin à 7 ans, à tempo, fait une réponse que j'aurais peut-être pas trouvée tout de suite. Je trouve que le niveau, quand même, c'est ce que tout le monde peut ressentir, a considérablement augmenté. Et évidemment, le plus haut niveau, le niveau mondial, lui, il atteint des dimensions stratosphériques en termes de complexité, en termes de capacité à mémoriser, à calculer, à projeter, etc. Pour pouvoir accompagner l'évolution évidemment de tout ceci, il faut pouvoir disposer évidemment des meilleures à la fois infrastructures techniques. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur l'informatique, des bases de données, sur toute la capitalisation des échecs digitaux. C'est à la fois une formidable ressource, mais c'est aussi quelque part un handicap. Et le reproche qu'on peut faire aujourd'hui au tout digital, c'est que les gamins passent plus leur temps à apprendre qu'à comprendre les échecs. Et je pense que parmi les idées maîtresses de ce projet, il y a un thème qui est le thème de la compréhension de ce qu'il y a derrière les échecs, derrière ce langage très spécifique. Et on a envie que les coachs puissent éclairer les joueurs sur les dimensions cachées de ce jeu et pas simplement s'imbiber de ce qui a été fait récemment, apprendre les parties par cœur. On est beaucoup dans le par cœur, et quand on est dans le par cœur, on peut très vite se lasser. Je pense qu'il y a un phénomène de lassitude qu'on peut constater aussi, qui guette beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas dans les échecs le plaisir qu'ils peuvent rechercher, qu'ils peuvent trouver dans d'autres disciplines. Donc il y a aussi un thème
au-delà du jeu, qui est celui de donner durablement envie aux jeunes de progresser, d'apprendre, de se construire à travers ce jeu, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se confronter à la compétition, de pouvoir de temps en temps perdre. Je pense que perdre, ça fait partie de l'apprentissage. C'est tous ces thèmes qu'on veut mettre en avant, parce que les échecs sont une discipline à la fois ancestrale, mais c'est aussi une discipline qui évolue considérablement du point de vue de sa technique, de son environnement, du jeu même. Et je pense que les règles qui étaient celles de l'apprentissage du jeu il y a quelques années ont encore beaucoup de vertus, mais elles doivent s'accompagner d'une certaine évolution en termes justement d'utilisation de ces nouvelles techniques et d'articulation entre l'apprentissage tel qu'on a pu le connaître, en particulier dans les écoles russes il y a quelques dizaines d'années, et ce qu'on peut faire aujourd'hui, en particulier dans les écoles américaines. Et j'ai eu l'occasion de voir comment les jeunes américains étaient entraînés aujourd'hui, et c'est tout à fait surprenant. Voilà. Donc, pour aller un cran plus loin, l'idée c'est de créer, comme je l'ai indiqué, une académie française des échecs, avec quelques thèmes qui sont extrêmement structurants que je voudrais partager avec vous. Premier thème, c'est l'acquisition des principes fondamentaux du jeu. C'est évidemment au-delà des règles du jeu, des techniques élémentaires, des ouvertures de base, une maîtrise des principes philosophiques du jeu. Je crois que c'est très important que les coachs donnent envie aux jeunes joueurs très vite d'acquérir les bases. On a besoin de se construire sur des bases solides, et ces principes fondamentaux du jeu sont l'essence même de l'apprentissage. Deuxième thème, je l'ai dit, c'est le thème de apprendre et comprendre. Et je pense qu'on est plus sur la compréhension du jeu. On a besoin de gens comme Étienne pour éclairer les meilleurs joueurs sur ce qu'il y a derrière le coup B3 ou le coup fou C4 qui peuvent être extrêmement faciles à apprendre, parce qu'on peut les apprendre avec des bases de données. Et aujourd'hui, avec les meilleurs logiciels, évidemment, on peut savoir instantanément quels sont les meilleurs coups sans forcément toujours comprendre ce qu'il y a derrière le meilleur coup et pourquoi c'est le meilleur coup. Et ce thème de la compréhension du jeu, je pense que c'est un thème très structurant dans la logique de ce pôle d'excellence. On a envie de faire... Justement là-dessus, de par notre parcours, ou aussi, on discute quand même pas mal avec Maxime ou avec les autres entraîneurs du club, on sait un peu ce qui nous a servi le plus, on sait un peu comment... non, au niveau de l'apprentissage, quoi, Ouais. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que beaucoup de joueurs sont paralysés par les ordinateurs, et on a envie d'immuniser les jeunes joueurs autour de cette paralysie latente et montante du jeu à travers tout ce qui est diffusé en termes de littérature et en termes de support digital autour des échecs. Et c'est important évidemment de bénéficier de l'expérience de champions qui se sont construits à travers une démarche personnelle. Alors le thème de la démarche personnelle est très essentiel. L'idée qu'on a avec Étienne, c'est de bâtir un cadre, une trajectoire pour chaque joueur. Et chaque joueur a besoin d'un cadre, d'une trajectoire spécifique. Il ne s'agit pas d'avoir une recette sur étagère qu'on puisse véhiculer, développer pour tout le monde. On a envie de construire quelque chose qui s'applique aussi à la spécificité, à la singularité de chaque joueur. Et chaque joueur a une personnalité, une histoire, un tempérament différent. On sait que ce qui fait la différence au-delà de la culture échiquienne entre les joueurs, c'est souvent le caractère, le tempérament. On a envie de forger cette identité et on a envie d'accompagner pour chaque joueur l'émergence d'un style, d'une capacité à progresser. On a envie de travailler sur les points forts. On sait que chaque joueur a des points forts. On en parlait ce midi, même avec Étienne, avec des points faibles aussi. Et travailler sur les points forts, c'est essentiel, mais évidemment, travailler sur les points faibles, ça nous paraît évident. Donc, l'identification des points forts, points faibles, la définition d'un cadre de travail, engager le joueur dans une démarche personnelle, parce que tout ne peut pas se faire à travers cette logique de coaching, c'est essentiel. On a envie aussi de promouvoir à travers cette démarche l'éthique et l'esthétique du jeu. L'éthique, pour moi, c'est très essentiel. Un jeune qui intègre ce cadre de travail doit respecter les fondamentaux de ce jeu. Et je suis très attaché, moi, à titre personnel, à l'éthique du jeu. Donc, par exemple, le thème de la triche est un thème qui me révulse totalement. Donc, un joueur qui fera partie de cette équipe et qui, un jour, triche, du jour au lendemain, sort de ce cadre-là, parce que je pense que
l'éthique du jeu mérite qu'on puisse à la fois signer une charte et s'engager, se mobiliser. On a envie de véhiculer les valeurs de ce jeu. C'est très essentiel. On a envie aussi de développer, je sais que c'est de plus en plus difficile parce que les échecs deviennent une discipline universelle, on a envie de développer une esthétique du jeu spécifique aux joueurs qui auront été formés dans cette académie, dans ce centre. Et on en parlait avec Étienne, ça devient de plus en plus compliqué parce que tout le monde joue à peu près la même chose, mais pour autant, je pense qu'on peut travailler là-dessus et faire en sorte qu'il y ait une spécificité en termes de type de jeu. Et on va travailler dessus pour que, ça va être compliqué ça, pour faire en sorte qu'on reconnaisse la patte d'Étienne et des cadres de ce projet à travers les joueurs qui ont été formés. L'exigence du haut niveau et ses contraintes, on en parlait, c'est beaucoup d'engagement personnel, c'est une mobilisation de tous les instants, mais c'est aussi beaucoup de plaisir parce qu'on peut, on pense, contribuer à faire en sorte que ces gamins puissent s'épanouir. Et j'ai insisté sur le thème de la filière transgénérationnelle. C'est un projet qui concerne d'abord et avant tout les jeunes, mais c'est un projet qui, par définition, concerne tout le monde. On a envie que toutes les générations s'associent à ce projet, parce que tout le monde peut apporter quelque chose à travers son expérience, à travers son vécu. Une carrière de joueur d'échecs, c'est tout sauf quelque chose de linéaire. On sait que de temps en temps, il y a des temps faibles. Gérer les temps faibles, c'est compliqué. Gérer le temps fort aussi, c'est compliqué. On a eu l'occasion de discuter avec Maxime, qui a été 2e joueur mondial l'été dernier et qui n'a pas forcément super bien vécu le fait d'arriver ici, numéro 2. Et quand on passe de numéro 2 à numéro 4, 5, ça crée un contre-coup. Donc comment on gère ces effets de haut et de bas, et on a tous dans l'AD des périodes de haut et de bas, c'est ça aussi qu'ils vont apprendre à travers l'encadrement et la démarche d'Étienne. Alors c'est un projet qui mérite un lieu. J'ai beaucoup réfléchi sur le thème du lieu. L'idée, c'est de créer en France une maison des échecs. Pour parler assez avancé maintenant, c'est pour ça que je vous mets une photo avec la mairie d'Asnières, pour faire en sorte que le château d'Asnières devienne la maison des échecs française. Je pense que ce jeu mérite un cadre de vie, un cadre, j'allais dire, de travail. On y va pour prendre du plaisir, qui soit chouette et qui soit en résonance avec l'image qu'on a envie de projeter de ce jeu. On en parlait hier avec... c'était sympa. On a eu une expérience, on est allé voir un tournoi magnifique en Allemagne, dans un lieu totalement improbable, une espèce de banlieue sordide. On se dit comment on peut faire jouer les meilleurs joueurs du monde dans des... Pas sordide, mais des faubourgs... Oui, des faubourgs, enfin c'était... Déjà on a mis 20 minutes à trouver, en arrivant c'était pas indiqué, et puis il y avait 14 personnes dans la salle, ça donnait tout sauf envie. Je pense que le fait d'avoir un lieu sympa où les gens ont envie de venir, envie de jouer, envie de s'amuser, ça nous paraît très essentiel. Donc voilà, le projet c'est à la fois tout ça, et en même temps ça n'est que ça, c'est-à-dire le début de quelque chose. On a envie de démarrer, d'avancer, évidemment de pouvoir progresser en même temps qu'on va cheminer. On a dans l'idée d'être extrêmement agile et flexible par rapport à la structuration de la démarche. Il y a une équipe qui se joint à Étienne, vous l'avez vu, pour être le temps 1 de la démarche. On a envie évidemment que ce dispositif s'élargisse le plus vite possible. On a déjà identifié une quinzaine de coachs qui pourraient se joindre le plus rapidement possible à cette démarche. Mais pour autant, pour que ça commence à démarrer, il faut déjà commencer par quelque chose. Donc on a identifié une vingtaine de joueurs qu'on va essayer... On attend la fin des résultats aussi. On va attendre les résultats, d'embarquer et de pouvoir démarrer, produire déjà quelques résultats, et puis sur la base de ces résultats, peut-être aussi comprendre ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut faire évoluer, ce qu'il faut modifier. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec les Russes et les Américains pour comprendre ce qu'ils ont fait. On se rend compte que c'est un travail de longue haleine pour que les Américains arrivent au niveau où ils sont aujourd'hui, sans doute la meilleure nation au monde. Il a fallu 15 ans, donc on n'a pas forcément 15 ans, parce que 15 ans c'est long, on a plutôt envie de faire ça sur moins de 5 ans, mais ça veut dire se mobiliser, ça veut dire aussi trouver des partenaires pour faire ça, ça veut dire raconter une histoire, ça veut dire mettre en scène à la fois cette démarche et de manière plus générale tout l'univers des échecs, de compétition, mais c'est un chouette projet, en tout cas c'est un projet qui va nous mobiliser, et on espère que ça va mobiliser plein de gens qui sont dans cette salle. Voilà, donc
On avait dit 30 minutes, Bachar, on a utilisé 30 minutes. Est-ce que vous avez des questions, ce que j'espère, sur ce sujet? Moi j'ai une question, parce que c'est vrai que vous êtes en détection sur les plus petits, et à l'heure actuelle on a les intermédiaires, donc les lycéens, qui sont quand même présents, et je trouve que par rapport à d'autres disciplines sportives, il n'y a aucune reconnaissance par exemple pour une option au bac, pour des étudiants au lycée qui n'ont pas une équipe scolaire, donc il n'y a pas une équipe où ils peuvent faire l'UNSS, en fait il pourrait y avoir des contrats comme en escrime ou ailleurs, où les jeunes lycéens qui participent par exemple seconde, première terminale, les sélections pour les championnats de France, et une reconnaissance d'options sportives comme on peut avoir en athlétisme, même si on dit que les échecs c'est pas un sport, mais enfin bon, avoir une reconnaissance par rapport aux sacrifices et des heures passées par rapport aux adolescents. Même s'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la fédération. Par rapport à ce que vous dites, d'ailleurs on en parlait ce midi, je pense que le jeu d'échecs a une image formidable. En revanche, les échecs comme sport, il y a tout à faire, à construire, et à structurer. Et pour beaucoup de gens, les échecs, c'est pas du sport, et donc à partir de ce moment-là, ça paraît compliqué. Il est évident que ça fait partie des axes de réflexion pour faire en sorte que les jeunes qui puissent s'investir, se mobiliser et réussir, aient en termes de reconnaissance un petit coup de pouce pour que leur effort soit reconnu, en particulier par l'éducation nationale. Mais on part de très très loin, je vous le garantis. Je sais, mais disons par rapport à d'autres disciplines sportives, c'est pas facile de... La première étape, c'est de faire reconnaître les échecs comme une discipline sportive en tant que telle, avec son exigence, avec tout l'engagement que ça nécessite. L'UNSS existe, mais pas partout. Ça dépend des régions. Bon. On a une fraction sport-échec dans un collège brestois. Mais nous, ça a été annulé à cause de la grande région. Ah. Voilà. Oui, alors il n'y en a peut-être pas partout. On sait que la distribution aléatoire, par définition, statistiquement, c'est un univers improbable. Il y a peut-être des endroits où on va trouver beaucoup de jeunes champions prometteurs, et puis des endroits où il y en aura malheureusement zéro. Les générations spontanées, ça n'existe pas. En revanche, les talents spontanés, ça peut exister, et l'idée, c'est de ne pas les perdre. Donc quand il y en a, il faut les... On a tous les 10 ans un Étienne, un Maxime, et c'est tous les 10 ans seulement. Et l'idée, c'est peut-être de trouver le futur qui existe, mais au-delà de ce niveau-là, arriver à trouver des joueurs qui arrivent, et il y en a quelques-uns, on parlait de Jules, de Maxime, etc., qui sont des jeunes extrêmement prometteurs, et il faut les accompagner. Donc avant, il y a 20 ans, quand on voulait être professionnel d'échecs, c'était beaucoup plus simple, je pense. Parce que maintenant, pour être professionnel d'échecs, c'est très très dur, sauf d'être top mondial comme Maxime. Mais si on a 2600, tout ça, c'est très très dur de vivre des échecs. Donc en fait, pour les gamins, pour devenir professionnel, quand on est coach, c'est très dur de dire tu peux être professionnel d'échecs, mais si on n'est pas top mondial, il fait quoi? Parce qu'on ne gagne plus dans les tournois par rapport à 20 ans. À 20 ans, on gagnait dans les tournois, dans les équipes et tout. Maintenant, c'est beaucoup beaucoup plus dur qu'avant. Donc soit on est top mondial, soit on galère. Dans 90% des professionnels français, galèrent à part les quelques-uns. Donc pour que les jeunes gamins ils veulent devenir très très forts, il faut qu'il y ait de l'espoir et un avenir, quoi. Sinon c'est dur je pense, de les pousser. Bon, alors ça c'est un autre sujet qui est le sujet de fabriquer une économie des échecs, parce que quand on fabrique une économie des échecs, qu'on attire dans les échecs des moyens supplémentaires, on va pouvoir élargir l'assiette qui sera redistribuée aux joueurs et faire en sorte que ce soit une dynamique qui entraîne tout le système. Au début, parce que pour qu'ils aient envie de bosser pendant des heures et des heures, il faut qu'il y ait un avenir pour eux. Pas dans leur tête, je ne parle pas de tout de suite, mais au moins qu'ils voient que s'ils voient des joueurs professionnels qui galèrent, ils se disent on ne va pas venir, à part Maxime ou Étienne ou d'autres, il y a plus tard galère quand même, et donc s'ils
vois ces joueurs-là, ils sont pas en tout cas professionnels d'échecs, c'est ça que je veux dire. Ce qui s'est passé depuis 10 ans est bénéfique d'un certain point de vue et extrêmement négatif d'un autre point de vue. Ce qui est bénéfique, c'est que le top 100, on va dire à l'échelle mondiale, vit bien des échecs aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Et 20 ans, c'était peut-être réduit à quelques joueurs en très petit nombre, mais aujourd'hui, je peux vous dire que dans le top 100, on peut bien vivre, parce qu'il y a une économie des échecs qui associe quelques grands tournois et qui fait en sorte que le top 100 puisse bénéficier de prize money et quelque part d'enveloppes qui sont redistribuées, qui sont suffisamment sympathiques pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Ce qui est en revanche très négatif, c'est que ce mouvement-là, il est réduit à une fraction extrêmement réduite de joueurs. Et qu'en deçà de la 100e place, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc quand on est le 15e, 20e joueur français, par définition, on est exclu de ce qui se passe au plus haut niveau. Donc là où vous avez raison, c'est qu'il faut créer une infrastructure, des bases qui permettent aux échecs autour, ça c'est tout l'enjeu de la FFE, de la démarche qui est construite, mais c'est pas quelque chose qui va se faire en 5 minutes, il faut faire de ce jeu une plateforme de développement pour lui donner d'autres moyens et pour faire en sorte que d'autres partenaires s'associent à ça et que les prix qui sont associés au tournoi soient plus importants et que ça puisse encourager plus de joueurs à jouer, donc plus de joueurs à vouloir jouer et donc plus de gamins à vouloir. C'est un mouvement parallèle qu'il faut créer. On ne peut pas résoudre tous les problèmes à travers ce qu'on essaye de faire, et vous avez tout à fait raison. Si on donne envie aux gamins d'atteindre le plus haut niveau, mais que le plus haut niveau se limite à 2-3 joueurs qui peuvent en vivre, je ne suis pas certain qu'ils aient pas plus envie d'aller jouer au foot pour ressembler à Messi, ou Ronaldo, ou je ne sais pas qui. Si on arrive à la finalité d'une quinzaine, vingtaine de coachs, ça donne aussi. Oui, mais ça ne peut pas être suffisant. On est bien d'accord qu'il... Je ne pense pas qu'à 10 ans, le choix doit être fait de devenir pro des échecs ou pas. Je pense que le choix, s'il doit se faire, c'est autour de 17-18 ans, où voilà, Jean-Marc, tu vois, on a le même âge à peu près, on a des parcours différents, soit dans les échecs, soit ailleurs. Je pense que c'est à peu près à cet âge-là que ça se joue, qu'on décide vraiment ce qu'on fait de sa vie. Et à 10 ans, par contre, il ne faut pas mettre en avant, à mon avis, de devenir... on peut avoir envie de devenir fort aux échecs, de faire des championnats du monde, sans avoir forcément la perspective de devenir professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça nécessite de trouver... Dans le projet, je pense qu'il faut aussi inclure l'aspect équilibre général de l'enfant. Oui, y compris la famille, bien évidemment. La famille, il doit avoir les échecs, une exigence de chaque instant, ok, mais aussi faire du sport, avoir d'autres activités pour que l'ensemble reste équilibré. Je parlais à Étienne, moi quand j'étais gamin, j'ai joué jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai découvert le rugby, et j'ai découvert que le rugby c'était beaucoup mieux pour les filles. Et donc je me suis arrêté de jouer aux échecs. Je pense que l'équilibre qu'il faut trouver, c'est un équilibre qui permet aussi aux gamins de continuer dans cette filière des échecs, parce que sinon on ne fabriquera pas les champions du monde. Je pense que vous avez tout à fait... Il y a des filles aux échecs, il y a des filles aux échecs. À l'époque, il n'y avait pas. Oui. J'ai lu là, je suis Pierre Leblic, le président de la Ligue d'Occitanie, j'ai lu dans le projet qu'il y avait 13 pôles régionaux de prévus, ce qui paraît être une bonne idée. L'ensemble du projet me paraît tout à fait superbe, et donc il faut qu'on s'y mette tous pour réussir, j'allais dire, y compris au plan local. Et donc je pense qu'effectivement, la détection des jeunes, elle se fait d'abord au plan local, c'est-à-dire que les meilleurs, on les trouvera effectivement dans les clubs, lorsqu'on organise nos championnats départementaux, lorsqu'on organise nos compétitions, nos diverses compétitions. Et à partir de là, je pense qu'il faut que nous travaillions à la fois entre les ligues et puis la fédération sur ce projet-là, c'est-à-dire que charge à nous de former le plus grand nombre possible et de détecter les meilleurs pour ensuite vous les confier, j'allais dire comme ça, pour en faire des champions, quoi. C'est un petit peu l'idée générale. C'est complètement l'idée de base. Ça peut pas marcher si vous ne faites pas ce travail localement. Et donc, la question après qui se pose, c'est comment nous on fait localement pour réussir ça. Alors là-dessus, il y a plusieurs questions se posent. Alors, je vais prendre l'exemple que je connais mieux, à savoir la Ligue d'Occitanie, qui est la réunification, comme vous savez, de la Ligue du Languedoc-Roussillon et la Ligue de Midi-Pyrénées. Bien. En Ligue Midi-Pyrénées, le conseil général, le conseil régional n'aidait pas du tout la Ligue. Et nous, en Languedoc-Roussillon, nous avions
une aide du conseil régional pour justement la formation de joueurs de haut niveau. Mais, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres ligues, mais je pense qu'il faudrait que l'on travaille sur cette question-là, à savoir comment est-ce que, au niveau des ligues, on organise, nous on l'appelait ça Pôle Espoir dans d'autres ligues, je ne sais pas si c'est un bon nom, enfin pourquoi pas, hein, de façon à rassembler, c'est un petit peu le même système que nous on prend les 15 meilleurs en fonction des classements, et on saura dimanche soir quels sont les ligues d'Occitanie qui vont être dans le Pôle Espoir de... Et donc à partir de ça, effectivement, on travaille pour les former pour être encore meilleurs. Mais effectivement, après, il n'y avait pas de relais au niveau national sur cette question-là. Et peut-être que ça manquait. Maintenant, je suis aussi d'accord sur l'idée qu'il faut voir en dessous de 10 ans. Parce que ceux qui ont 14, 15 ans, c'est déjà trop tard. Et donc on avait déjà vu que c'était sur les petits hein, qu'il fallait qu'on mette l'accent. De façon... Parce qu'on a, comme vous avez dit très bien, on a une sorte de génération un peu creuse, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est dire comme ça. Enfin, c'est dommage pour ceux qui sont dans là, mais hein, y a quand même un manque, quoi. Et donc il faut qu'on travaille sur les plus jeunes actuellement, de façon à effectivement, dans 5-6 ans, en sortir l'élite des échecs français. Je pense que nous, on est tout à fait disponible, effectivement, et tout à fait volontaire. Je pense que l'ensemble des ligues, enfin, parce que c'est quand même un projet tout à fait ambitieux, fédérateur et puis passionnant, quoi. Bah écoutez, on vous remercie parce que c'est exactement ça qu'il faut faire avec tous vos collègues. Donc il va falloir qu'Étienne aille voir les... Non, je plaisante. Oui, il est invité, hein, s'il veut venir, il peut venir quand il veut. Alors là, il n'est pas loin, il est à Carcarane. Quel serait le coût de ça pour les clubs ou pour les parents? Qui c'est qui paye en fait? Alors pour l'instant c'est très simple, c'est moi. Donc, je finance le projet. J'ai pas envie sur les 5 ans de le financer tout seul, mais l'idée c'est que en fait la prise en charge globale de ce projet se fasse à travers un budget qui sera le budget global de fonctionnement de cette démarche. Donc les gamins qui seront dans ce pôle-là seront entièrement financés. C'est totalement autofinancé. Si c'est ça votre question, il n'y a pas de contribution qui est demandée aux joueurs pour participer à cette démarche. À personne. Bon, cela étant, si vous voulez donner un peu de sous. Et une corbeille pour... Ce pôle d'excellence serait comme l'équipe de France, où vous serez rémunéré une semaine, où vous serez sur toute l'année, ou quelques mois. Ça va dépendre de chaque profil. En fait, il y a plusieurs idées, donc après je vais laisser Étienne plus spécifique. L'idée c'est d'abord, que ce soit une démarche continue. C'est pas une démarche spécifique ponctuellement sur une période de l'année. C'est un accompagnement annuel qui est défini. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est un cadre de travail pour chaque joueur qui est un cadre sur l'année. Donc ce cadre, il s'accompagne d'un travail hebdomadaire ou mensuel qui est organisé. Ensuite, l'idée c'est d'organiser des sessions spécifiques de coaching ou de travail qui pourront avoir lieu localement ou nationalement et qui regrouperont des joueurs pour travailler sur des thèmes, des parties, des sujets très spécifiques. Et ensuite, on peut imaginer multiplier ça ou démultiplier cette action. Donc c'est une conjonction d'un travail au quotidien individuel avec un travail collectif qui se fait plus à travers des sessions qui seront organisées. On pourrait le faire tout de suite, mais on peut imaginer qu'il y en ait 1, 2, 3 par an. Je pense que c'est très bien aussi de pouvoir confronter les gamins à un univers à la fois concurrentiel, mais aussi un cadre de travail collectif pour progresser ensemble. Quelque chose là-dessus? Bon, c'est ça l'idée. De toute façon, je vais vite me rapprocher des personnes concernées, des parents des jeunes et des clubs où sont formés les jeunes qui seront sélectionnés dans un premier temps. Ouais. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Dans votre pôle espoir, je suis Richard Weber, président du club de l'échec de l'Ouest de Saint-Paul de la Réunion. Donc on est à 11 000 km de chez vous. C'est un peu loin. Avez-vous pensé à une délocalisation de vos formateurs?
La autant de talents à la Réunion qu'on en a ici. Il faudrait peut-être aussi penser. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Tahiti dans ça? La Réunion, c'est pas mal. Alors évidemment, c'est un sujet national, par définition, c'est pas un sujet territorial au sens de la métropole. On est ouvert, tous les talents qui existent un peu partout dans le monde et qui se rapprochent évidemment au territoire national sont les bienvenus. Donc oui, la Réunion, oui, Tahiti, oui, Mayotte, oui, la Guyane. Bref, partout où il y a des talents, il faut les accompagner. Alors c'est pas toujours très simple, hein, il y a une notion de coût, de trajet, etc. Mais globalement, je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Diego. Bonjour. Je voulais savoir quelle est l'articulation avec les équipes de France jeunes par rapport à votre sélection, si c'est les mêmes joueurs que vous allez suivre ou c'est totalement différent, c'est complémentaire ou pas? On a commencé à en parler un peu avec Bachar, oui, ça sera complémentaire, mais on décidera aussi de qui. Notre choix sera grandement lié à celui de la fédération, mais pas forcément complètement les mêmes. C'est pas. Parce que ça va dépendre aussi de l'implication des joueurs. Je peux peut-être répondre. Oui, voilà. Mais bien sûr. Alors, pour être plus spécifique, il y a bien sûr les qualifiés. Eh bien, ceux qui sont qualifiés, qui gagnent ici, vont être accompagnés. Ça, c'est déjà un point. Et puis ensuite, les espoirs, ceux qui rentrent dans la catégorie d'espoirs, qui seront y compris, peut-être sélectionnés, vus par Étienne et son équipe, et qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe jeune de la FFE, et puis il y a les espoirs qui sont désignés, qui seront accompagnés, parce que la FFE ne peut pas financer tout. Eh bien, ça sera bien sûr le pôle d'excellence qui suivra avec Étienne, ces jeunes-là, qui les accompagnera, que ce soit sur les championnats, que ce soit sur l'année, qui va leur donner les heures nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train de bâtir, de mettre en place. On vous a donné les structures. Ensuite, rentrer dans le niveau de détail, ça va se faire petit à petit. Et là, aujourd'hui, on a une vue générale de ce qui est proposé. C'est déjà pas mal, au bout de quelques mois, de dire, voilà, il y a 2000 heures. Il y a 1600 heures d'un côté, il y a 400 heures de l'autre, c'est extrêmement précis. Parfois, on a souvent des choses assez vagues. On vous dit, voilà, il y a Étienne Bacrot, il y a 3 autres entraîneurs. On vous donne les noms de personnes comme Hussard, il y a Lagarde, voilà, il y a Marie Sebag. Il y a des choses extrêmement précises qui ont été réfléchies. Ensuite, les choses vont s'affiner avec le temps. Et puis, je pense que la collaboration qui est claire entre la fédération et le pôle d'excellence, mais c'est bien qu'il y ait aussi quelque chose qui se fasse de l'extérieur, avec une volonté, celle de Gilles Bethauser, hein, parce que là, c'est très clair, qui va nous mener le plus loin possible. Voilà. Diego. Je suis un peu surpris de cette réponse, parce que le schéma traditionnel des fédérations sportives, effectivement, c'est d'avoir un centre de formation national. Une des problématiques du terrain, c'est que la fédération a délégué la formation des meilleurs espoirs aux clubs qui jouent dans le top jeune. Ce qui fait qu'effectivement, ça draine les meilleurs jeunes du territoire vers ces clubs-là. L'idée que moi j'avais effectivement d'un centre de formation, c'était effectivement que ça soit totalement indépendant comme les autres fédérations sportives, c'est-à-dire que les entraîneurs nationaux, en fin de compte, ne sont pas les entraîneurs de clubs. Donc là, sur la thématique du projet, il n'y a pas réellement la synergie entre le centre de formation national comme moi je le percevais, hein, mais là c'est en construction. En fin de compte, c'est un projet qui est complémentaire à la Fédération française d'échecs. C'est bien ça. Oui. Évidemment, en interaction, on n'est pas là pour travailler les uns contre les autres, on est évidemment là pour travailler les uns avec les autres. L'idée, je l'ai dit, c'est faire en sorte que les échecs français, ce soit un ensemble homogène, où toutes les bonnes volontés puissent se mobiliser au service d'une ambition qui est une ambition commune, qui est de fabriquer des joueurs, et pas faire en sorte que ensuite le mérite revienne à l'un ou à l'autre. On a tous intérêt à converger sur ce thème-là. En revanche, c'est une démarche que je vais essayer de construire aussi, parce qu'il faut trouver
des partenaires, il faut, en termes marketing, vendre cette démarche. C'est un produit marketing qu'on va essayer de structurer de manière très spécifique, qui s'articule évidemment en termes de résonance avec tout le projet de la FFE, mais c'est un projet en tant que tel, avec une démarche très spécifique, un patron de projet qui est Étienne, et c'est quelque chose qu'on va rendre le plus interactif possible, le plus fongible possible, avec l'action qui est mise au niveau des clubs, au niveau des ligues, au niveau de la fédération, au niveau des équipes, pour faire en sorte que ça interagisse, évidemment. En aucun cas, c'est une écriture spécifique avec une volonté de tirer la couverture à soi, pas du tout. Mais c'est un projet en tant que tel. C'est pas ça du tout. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va s'appuyer sur les ligues, pour les comités départementaux pour faire la définition. C'est la fédération qui a cette compétence. Quand on va s'appuyer sur la compétence de la fédération, on va utiliser les organes déconcentrés de la fédération, alors que le projet n'est pas fédéral. Excuse-moi, Gilles. Alors, moi, je ne suis pas du tout un technicien du fonctionnement des fédérations. Peut-être trop fédéral. Et ce que je veux dire, c'est que dans la présentation qui a été faite, on va falloir s'appuyer sur les ligues. Et les ligues sont les organes déconcentrés de la Fédération française d'échecs. Et donc c'est important qu'il y ait une vraie synergie, le centre de formation, avec la Fédération française d'échecs. Enfin, c'est mon avis. Oui. On voit bien que déjà on va démarrer en Occitanie, à La Réunion. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres endroits. Moi, je suis sûr que les ligues vont participer à ce projet. Voilà. Monsieur. Oui, je voulais rebondir sur un terme que vous avez employé, sur la réflexion de Madame aussi au niveau des lycées, sur le terme marketing et sur l'excellence aussi par rapport à... Il n'y a rien au niveau intermédiaire à part pour les 100 premières joueurs au niveau de l'économie. Moi, ce qui me choque, ça fait pas longtemps que je suis dans le monde de l'échec, que j'essaye de comprendre. Ce qui me choque, c'est que il n'y a pas de médiatisation qui donne envie aux joueurs d'aller plus loin. Si on voit d'autres sports qui ont réussi à émerger il n'y a pas si longtemps, pas les sports, mais d'autres disciplines comme le poker, où on voit il y a eu une médiatisation et qui a fait donner un petit peu envie à peut-être des lycéens de préférer les échecs au rugby. Voilà, un petit peu parler de marketing. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, par exemple, c'est anodin, mais je vois que les benjamins, les parents ne peuvent pas voir. Il n'y a pas de la place pour le public. Il n'y a pas la place pour comprendre ce jeu, pour le démocratiser, même pour ceux qui n'y jouent pas. Et je pense que c'est là qu'il manque quelque chose. C'est flagrant, quand on est de l'extérieur. Il n'y a pas de volonté de spectacle, mais tout simplement une compréhension du jeu qui rend beau le simple geste de l'attaque, de la démocratisation, et il n'y a pas de commentateur. Je pense qu'il n'y a pas une réponse simple à la question globale que vous posez qui résume, à mon avis, parfaitement le thème de la complexité de la situation dans laquelle le monde des échecs se trouve, avec à la fois une très belle image et en même temps pas grand-chose pour supporter l'aspect médiatique et l'aspect grand public du jeu, parce qu'on essaie de promouvoir une image grand public. Alors, j'ai essayé à mon niveau de structurer une démarche dans ce sens, donc je vous invite à regarder la télé du 25 au 28 juin, parce que vous allez voir des échecs sur Canal+ en direct. Le Grand Gesto va être retransmis à la télé. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des échecs à la télé. Et là, ça va être très médiatisé avec des commentaires qui vont expliquer les règles et on l'espère donner envie. Ça sera peut-être moins spectaculaire que le poker, parce qu'on n'a pas trouvé Patrick Bruel pour s'associer à cette démarche, mais on a des gens qui, à mon avis, vont donner envie, avec un côté un peu iconoclaste, d'aller voir derrière ce qui se passe. Et ça va, je pense, donner une dynamique nouvelle à ce jeu. En tout cas, on a essayé, par rapport à l'événement qui avait été réalisé à Paris l'année dernière, on a pris le pari de le retransmettre à la télévision et on a pris le pari de créer une première démarche médiatique autour du monde des échecs. On a signé un partenariat avec Canal+ dans ce domaine. Si ça se traduit par un succès, il y aura d'autres événements qui sont médiatisés, qui seront retransmis. On espère donner un écrin et peut-être donner un cadre de communication aux échecs de toute autre nature. Ça, c'est un premier sujet, c'est le sujet, je dirais, médiatique au sens strict du terme. Un deuxième sujet qui est celui que vous évoquez, qui est de communiquer autour d'événements, par exemple l'événement comme celui-ci, qui est un magnifique événement, il y a 1400 joueurs, 1400 jeunes, il y a 4 ou 5 000 personnes qui sont venues à Belfort. Je pense qu'il faut qu'on arrive plus à communiquer sur ce que ça veut dire, organiser un événement comme ça.
Et ça, c'est donner aux échecs, peut-être en termes marketing, et autour du territoire de la marque l'échec, une dimension d'une toute autre nature. C'est une ambition forte, c'est un travail de longue haleine, ça nécessite de mobiliser beaucoup d'énergie. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui sur ce sujet-là et on sent qu'on est peut-être sur les prémices de quelque chose. L'émergence de cette démarche avec le groupe Canal+, tout ce que Vivendi va essayer de faire autour de la diffusion, de la programmation des échecs et aussi le contenu, des contenus éducatifs, pédagogiques ou autres. On va essayer de véhiculer peut-être une autre image des échecs et faire en sorte que dans 5 ans, vous puissiez avoir un autre regard sur ce qui sera passé. Mais on part de très très loin. Et par rapport à d'autres pays, on pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors il y a des exemples frappants, par exemple la Norvège. Quand je suis allé en Norvège cet été, dans les îles Lofoten, un peu partout, vous pouvez jouer aux échecs. Pour une raison simple, c'est qu'il y a 5 ans, ils ont pris le pari, à travers tout ce qui a été fait autour de Carlsen, de rendre les échecs extraordinairement médiatiques. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer à peu près n'importe où aux échecs en Norvège. Tout le monde est fier aussi de suivre l'exemple d'un champion du monde. Voilà, donc le projet, c'est pas une brique d'un côté et puis des morceaux de démarche de l'autre. On essaie de rendre tout ceci à peu près convergent. Je pense que le fait d'organiser des initiatives de ce type, le fait de contribuer à faire en sorte que localement tout le monde puisse aussi amplifier sa démarche, et le fait d'avoir une résonance un peu plus médiatique avec Canal+, tout ceci va peut-être pierre après pierre faire en sorte que les échecs aillent un cran plus loin et aillent plus vite dans la démocratisation du jeu. Bon, après, on n'aura jamais l'audience d'autres sports, mais on peut faire beaucoup mieux. En tout cas, ça mérite beaucoup mieux, on est bien certain. Mais l'exemple américain est un bon exemple. Ils sont partis de rien il y a 15 ans. Très peu de jeunes jouent aux échecs il y a 15 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, j'étais récemment à Brooklyn, les 4500 gamins qui sont venus de tous les quartiers pauvres de la ville jouer et participer à une démarche qui avait été organisée localement, y compris les meilleurs champions américains. Quand on voit les résultats de l'équipe de moins de 16 ans américaine, c'est tout à fait prometteur. Quand on voit que dans l'équipe type américaine, il y a 3 des 5 meilleurs joueurs du monde, ben, ils ont réussi ce pari. Ils ont réussi ce pari parce qu'ils se sont donnés, il y a 10 ou 15 ans, les moyens de leurs ambitions. Ils se sont dit, on va fabriquer quelque chose autour des échecs. Voilà. Je crois que c'est pas forcément l'exemple à suivre parce que c'est pas exactement ce chemin qu'on va essayer d'emprunter, mais c'est un exemple qui démontre que quand il y a une mobilisation de beaucoup de bonnes initiatives locales qui convergent sur un sujet qui est un sujet global, ça peut marcher. Encore une question? Oui. Juste la dernière, c'est à propos de l'éthique, parce que ça me paraît vachement important aussi. Je pense que dans notre milieu, on a justement la chance que les handicapés puissent jouer au même titre que les autres. Je pense que c'est une chance des échecs, que de pouvoir avoir des handicapés qui puissent jouer. Je pense que dans votre projet, peut-être qu'il faudrait, alors c'est peut-être pas lié, parce que effectivement c'est un projet polémique, mais n'empêche qu'on a des jeunes joueurs handicapés qui, eux, peuvent participer aussi à des compétitions internationales réservées aux handicapés. Je pense aux non-voyants en particulier. Et donc, il faudrait peut-être trouver, peut-être un aspect particulier pour les intégrer et les associer à ce projet très ambitieux qui peut rassembler tout le monde. Voilà. Par définition, rassembler tout le monde, ça veut dire rassembler tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir être en pleine santé. C'est clair qu'on peut en reparler. Si on peut faire en sorte de pouvoir aider quelques gamins qui ont des déficiences visuelles ou autres pour participer à cette démarche, on sera très heureux de le faire, ils le méritent et il n'y a pas de problème. Et est-ce que c'est un pôle, une fois structuré, qui peut potentiellement s'ouvrir à des jeunes espoirs étrangers d'autres pays, comme l'ont fait les États-Unis par exemple, notamment l'école de Suzanne Colgard? C'est-à-dire que si ça émerge et que ça fonctionne, ça va attirer, je dirais, l'envie de jeunes joueurs et de leurs parents qui n'ont peut-être pas dans leur propre pays les structures de formation pour les accompagner vers le haut niveau. Il n'y a pas d'exclusive en la matière, je pense qu'on peut s'enrichir de l'apport de d'autres pays, en tout cas pouvoir faire bénéficier de ce qui aura été fait en France à d'autres pays qui n'ont pas ce type d'infrastructure, évidemment. Pour autant, ça nécessite d'abord de faire en sorte que ça marche. Si ça marche, évidemment qu'on fera en sorte d'ouvrir, grande les portes
pour faire en sorte que des gamins venus d'ailleurs puissent en bénéficier. Étienne qui parle 17 langues. Parce que c'est la clé du succès à l'américaine. Hein? Oui. Oui, non, mais j'ai bien vu comment ça marchait. Mais avant de réussir à faire ça, ils ont consacré 5 ou 6 ans à structurer cette démarche et faire en sorte que ça marche localement. C'est bon, je crois qu'on a... Eh bien, écoutez, merci. Vous voyez, donc c'est que le début, c'est extrêmement intéressant, ça démarre. Et puis on va maintenant continuer avec David Ross, maire d'Orsay, qui va nous parler de son expérience donc avec les écoles d'Orsay, ce qu'il a mis en place et qu'est-ce que ça a généré. Voilà. Peut-être 5 minutes de pause et puis on revient.